Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exclusivement réservée aux livres que j'ai lus en février 2025. D'habitude je mets les livres, les films, les séries et la musique dans la même vidéo pour le mois qui vient de passer. Mais là, comment vous dire que j'ai lu 12 livres, donc ça allait être, je pense, un peu long de tout mettre dans la même vidéo. Du coup, je vous propose pour le mois de février de faire une vidéo exclusivement livre. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue quand même, histoire de ne pas vous barber, c'est pas le but. Mais écoutez, allons-y, j'espère que ça vous plaira. Alors pour ce premier livre, cette fois j'ai décidé de vous les montrer directement au lieu de vous mettre des images, je me suis dit que ça serait plus sympa. J'ai lu La femme de ménage. Donc le fameux livre que tout le monde s'arrache, que tout le monde trouve ou trop bien ou trop mauvais. Donc je me suis dit, allez, je me fais mon propre avis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous lis vite fait le résumé qui est au 4ème de couverture. Donc chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Mr. Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses, et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ce livre est classé dans la catégorie polar, mais sous-catégorie thriller psychologique. Alors déjà, on va dire tout de suite les termes. Moi j'ai beaucoup aimé, honnêtement, je l'ai lu en... je sais plus, enfin vraiment je l'ai ouvert, je l'ai lu, je l'ai fermé quoi. Donc c'était l'affaire de quelques heures. J'ai trouvé ça hyper prenant. Oui, j'ai trouvé l'histoire intéressante, j'ai bien aimé les personnages et je trouve que au début ça a l'air simple, ça a l'air assez évident comme histoire, mais justement je trouve que c'est comme ça qu'on se doute que c'est pas si évident que ça. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais dans tous les cas, écoutez, moi j'ai adoré, j'ai vraiment hâte de lire la suite, il y en a 2 autres du coup. Et ça m'a permis aussi de découvrir l'auteur, donc Freida McFadden, que je ne connaissais pas du tout. Et du coup quand j'aurai fini la trilogie de La femme de ménage, je pense acheter le livre La Psy de la même autrice qui est sorti il y a pas longtemps, et il y en a un autre qui est en précommande mais je ne me souviens plus du nom. Non, je ne me souviens plus. Mais voilà, tout ça pour vous dire que moi La femme de ménage j'ai adoré. Ensuite on change totalement de registre, j'ai lu 3 mangas de la même série. Ce manga c'est ma Madeleine de Proust, c'est le premier manga que j'ai regardé à la télé quand j'étais petite. C'est resté depuis toujours mon manga préféré, et ils ont réédité le manga il y a pas super longtemps. Je saurais pas vous dire quand exactement honnêtement, mais je me suis laissée tenter parce que je les avais pas du tout en format papier, et du coup j'ai les 3 premiers, donc j'ai lu les 3 premiers. Je vous parle de Sailor Moon. Donc c'est un manga de Naoko Takeuchi qui raconte l'histoire d'Usagi, donc Sailor Moon, adolescente un peu tête en l'air, qui va un jour rencontrer un chat et va se faire offrir des pouvoirs magiques et devenir Sailor Moon et se battre contre les forces du mal. Je ne vous en dis pas plus. Pour ceux qui connaissent déjà et qui aiment, bah écoutez, que vous dire, je veux dire, je la connais déjà l'histoire. C'est juste que ça m'a fait trop plaisir de les lire. C'est la première fois que je les lisais, je les avais jamais lus avant. J'ai toujours regardé Sailor Moon. Les dessins sont trop bien, enfin bref, c'est vraiment... Je ne saurais que vous dire. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, c'est un shoujo. Donc c'est très fleur bleue, il y a une histoire d'amour, c'est très girl-like, c'est une histoire de magical girl du coup, parce que je pense que même si vous ne connaissez pas, vous avez déjà vu un peu des illustrations. Et donc Sailor Moon se fait accompagner par des comparses présentes par exemple sur ses couvertures. Donc voilà, c'est un manga vraiment facile à lire, je ne saurais que dire de plus, vraiment moi j'adore. Donc écoutez, j'ai hâte de m'acheter la suite pour continuer à lire la suite. Ensuite restons dans le manga, j'ai découvert le manga Les Carnets de l'apothicaire. Oui, encore une fois après la guerre, comme tout le monde je sais, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc c'est un manga qui est édité aux éditions Kiyun et c'est un seinen. L'histoire est de Itsuki Nanao et le dessin de Neko Kurage. Je vous lis le synopsis. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinchi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. Alors ça, c'est vraiment un manga, j'étais tombée dessus par hasard. Je crois quand c'est sorti, hein. Je crois que je l'ai pas lu depuis que c'est sorti, pour vous dire que j'ai vraiment une pile énorme. Et j'avais bien aimé le dessin, j'avais bien aimé le synopsis, donc je me suis dit je vais acheter le premier tome. Et du coup, mais extrêmement pas déçue, j'ai adoré l'histoire, j'ai trouvé ça trop chouette. J'avais peur que l'héroïne soit un peu trop gnangnan, mais au final pas du tout, ce qui est très bien. Parce que quand j'ai lu, oui, avec l'autre qui est aussi beau que mes calculateurs, je sais pas quoi, je me suis dit oh là là,
En fait c'est un shoujo déguisé, mais pas du tout vraiment, l'intrigue est cool, comme ils disent dans le résumé, il se passe des trucs avec du poison et tout, et ouais non franchement je trouvais ça trop bien. Du coup j'ai vraiment très hâte, de lire le tome 2, c'est dans mes projets d'achat, mais pour le moment j'ai dit je n'achète plus de livres parce que j'en ai beaucoup trop, mais vraiment très bon manga, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Ensuite on change totalement de registre, j'ai lu 2 romans d'Amélie Nothomb. Donc Amélie Nothomb c'est une autrice que j'aimais beaucoup adolescente, mais maintenant j'ai un peu du mal. C'est là qu'on voit que nos goûts évoluent. Enfin après je dis ça mais non, je pense que en fait j'ai du mal avec ces livres qui parlent du Japon. Bref, donc j'en ai lu 2. Il y en a un que j'ai aimé, l'autre que j'ai pas aimé. On va commencer par celui que j'ai pas aimé. Donc j'ai lu Ni d'Ève ni d'Adam. Donc je vous lis le synopsis. Stupeur et tremblement pourraient donner l'impression qu'au Japon, à l'âge adulte, j'ai seulement été la plus désastreuse des employées. Ni d'Ève ni d'Adam révélera qu'à la même époque et dans le même lieu, j'ai aussi été la fiancée d'un Tokyoïde très singulier. Donc c'est Amélie Nothomb qui a écrit ce petit paragraphe. Donc Stupeur et tremblement, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des romans les plus connus, ne serait-ce que le plus connu peut-être, d'Amélie Nothomb. Et donc pour ceux qui ne savent pas, Amélie Nothomb est belge, elle est née en Belgique et elle a vécu quelques années au Japon durant son enfance. Du coup elle aime narrer des choses à propos du Japon, qui pour moi représente un Japon d'il y a 30 ans, qui déjà il y a 30 ans n'était pas forcément très révélateur de la vérité. Je me permets de dire ça parce que j'ai aussi fait des études en japonais. Que oui, il y a toujours eu des croyances sur le Japon, mais je trouve qu'elle les a quand même vachement renforcées. Si vous ne connaissez pas du tout Stupeur et tremblement, c'est un roman qui explique comment Amélie a travaillé dans une entreprise japonaise, s'est fait malmener, jusqu'à aller récurer les chiottes quoi, en gros, pour vous résumer le truc, et à quel point les Japonais sont méchants. Si on peut résumer la chose un peu comme ça. C'est très grossièrement résumé, hein, mais voilà. Il y a un film qui a été fait suite à ce roman. Bref, tout ça pour dire que Stupeur et tremblement, c'est un peu comme La femme de ménage. Je pense que c'est ou t'adores ou t'aimes pas. Il n'y a pas d'entre-deux. J'ai trouvé ça très lourd. Et du coup, je savais pas du tout en fait. Je m'étais pas du tout intéressée au reste des romans et je ne savais pas que Ni d'Ève ni d'Adam parlait de cette période, mais du coup d'un autre œil. Parce que, comme je vous dis, Stupeur et tremblement, on l'a su au boulot. Bah là, en fait, vous la suivez à côté. Donc avec, donc dans sa vie de petite femme et qui a un copain japonais. Et il va se passer plein de trucs, bref. Encore une fois, même si je pense que c'est même pire que Stupeur et tremblement. Franchement, je sais pas, parce que Stupeur et tremblement, je l'ai lu, j'étais ado, donc je pourrais pas trop vous dire. Mais vraiment, j'ai trouvé ça d'un lourd. C'est rempli de clichés, de trucs des fois que je trouve franchement limite à propos des Japonais. J'ai trouvé aucun intérêt là-dedans. Et puis alors pour le coup, j'ai détesté son personnage. Hein. Je ne sais pas si ça raconte vraiment 100% sa vie, hein, ou si... Je pense que c'est quand même un peu romancé, j'espère. Mais la fin, j'étais là en mode... Ah, ok, très bien. Donc du coup je vous mets un spoiler alerte maintenant, parce que je vais te dire la fin. Du coup à la fin, Amélie rentre en Belgique, voir sa sœur, je sais pas quoi, bref, parce qu'en fait le mec l'a demandé en mariage et elle veut pas se marier. Donc au lieu de lui dire, bah elle se barre, voilà, et en fait elle reviendra jamais au Japon. Et lui, grand prince très compréhensif, en fait elle explique dans les dernières lignes que non mais il a compris tout seul. Ouais bah écoute, si t'as vraiment fait ça dans la vie, c'est très limite quoi. Donc bon... Ouais, donc du coup j'ai pas du tout aimé, je pense que je vais m'en séparer. Donc voilà pour ce premier roman. Alors par contre le deuxième, j'ai lu Cosmétique de l'ennemi, un peu vécu hein. Je l'avais récupéré je ne sais plus où. Je vous lis encore une fois le synopsis. Donc là c'est plutôt une citation. Sans le vouloir, j'avais commis le crime parfait. Personne ne m'avait vu venir à part la victime. La preuve c'est que je suis toujours en liberté. C'est dans le hall d'un aéroport que tout a commencé. Il savait que ça serait lui, la victime parfaite, le coupable désigné d'avance. Il lui a suffi de parler et d'attendre que le piège se referme. C'est dans le hall d'un aéroport que tout s'est terminé. De toute façon, le hasard n'existe pas. Donc là on sort totalement de la bulle Japon, rien à voir. C'est tout petit. Donc autant vous dire qu'en 1 heure c'était plié. Ça se lit très bien parce que même si j'aime pas quand Amélie parle du Japon, j'aime beaucoup sa plume. C'est pour ça que j'aime bien lire tous ses romans. Cosmétique de l'ennemi, c'est un homme, donc comme désigné dans un aéroport, qui attend son avion et qui va se faire alpaguer par un autre homme. Et cet homme-là va être très insistant et va vouloir absolument lui raconter sa vie. Et puis bah vu que l'autre attend un avion, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Donc il l'écoute. Donc c'est un résumé simple, bref et concis. Et alors pour le coup celui-ci j'ai vraiment adoré parce que comme je vous dis j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé comme c'était écrit. C'était bien foutu dans le sens où c'est court mais en fait ça avait besoin d'être court. Parce que je pense qu'elle l'aurait fait plus long, ça aurait pas eu le même impact. Parce que là du coup je trouve qu'on sent
la pression montée avec le personnage, ou donc l'homme qui attend dans l'aéroport, qui se fait alpaguer par l'autre homme. Je trouve qu'on sent comment dire, l'irritabilité de l'homme, le fait que voilà, qu'il soit tranquille à attendre son avion, que l'autre vienne au début lui dire des choses qui n'ont aucun sens, puis après finalement confesser d'autres choses. Et attention, je vous mets petit spoiler alert ici car je vais parler de la fin, et du coup j'ai adoré la fin. Alors je commençais à m'en douter, je pense, après que l'homme, que c'est impossible, je me souviens plus son nom, comment il s'appelle, Textor Texel, je tombe pile sur la page quand je l'ouvre, qu'il confesse qu'il a tué sa femme. Donc, en fait, quand il dit ça, je me dis, oh là, comment j'avais pas du tout fait le rapprochement avec le personnage principal. Et en fait, plus il parle, et puis je me dis, oh là là, c'est sûr qu'il n'existe pas. Et donc oui, non, il n'existe pas. Et du coup à la fin, donc le personnage principal se fracasse la tête contre un mur de l'aéroport. Et j'ai trouvé ça incroyable, vraiment j'ai trouvé ça trop cool. Donc merci à Amélie Nothomb pour Cosmétique de l'ennemi, j'ai adoré. Donc comme quoi ça renforce mon truc que quand ça parle pas du Japon, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Ensuite j'ai lu un autre roman de Jean Telet, le fameux Le Magasin des Suicides, qui appartient à mon amie Lydie, et que j'avais dans un carton depuis 10 ans, donc je suis désolée encore une fois si tu regardes cette vidéo, je te le rends incessamment sous peu. Mais du coup, vu que je l'ai retrouvé en ouvrant un carton, je me suis dit bon bah je vais le lire, parce que peut-être que je l'avais lu à l'époque, mais je ne m'en souviens pas du tout. Donc encore une fois je vous lis le résumé au 4ème de couverture. Vous avez raté votre vie? Avec nous, vous réussirez votre mort. Imaginez un magasin où l'on vend depuis 10 générations tous les ingrédients possibles pour s'idée. Cette petite entreprise familiale prospère dans la tristesse et l'humeur sombre, jusqu'au jour abominable où surgit un adversaire impitoyable, la joie de vivre. Donc ce livre raconte l'histoire d'une famille qui détient un commerce où ils vendent des choses pour se suicider. Ce mot va être banni de YouTube, on va le changer, on va dire pour se... Voilà. Et donc il y a les parents, 2 enfants, un garçon et une fille, et un jour ils ont un 3e enfant, et comme indiqué sur le 4ème de couverture, cet enfant là va représenter la joie de vivre. Cet enfant là ne va pas vouloir du tout que les gens meurent et va tout faire pour en gros saboter le business de ses parents. Alors mon avis sur ce livre, c'était court déjà, donc heureusement. Après je trouve un peu comme Cosmétique de l'ennemi, ça va, il n'y a pas trop de longueur, il était à la bonne... je trouve qu'il a duré le temps qu'il devait durer. Mais j'ai pas eu franchement d'affection pour ce livre. Le concept est original, parce que j'ai jamais entendu d'autres histoires comme ça. Mais pas trop mon style... je sais pas comment expliquer. Je voulais savoir la fin, même si je trouve qu'il n'y a pas trop de suspense, on va dire. C'est vraiment, on va suivre la famille au fil des années, ce qui va se passer dans le magasin, ce qui va se passer au niveau de leur vie personnelle, par rapport au fait que leur petit garçon, du coup, lui, soit l'opposé de toute sa famille. Mais honnêtement, ça m'a pas embrasé, quoi. J'ai pas trouvé ça super intéressant. Et attention, spoiler alert, je vais parler de la fin du livre. Et donc du coup, tous les personnages vont évoluer. Le plus petit garçon, mais du coup le dernier de la fratrie, va faire pencher la balance en fait à tout le monde. Et du coup, le magasin des suicides ne va plus du tout servir à se tuer, mais à faire rire les gens. Et tout le monde va développer sa joie de vivre en fait, au fur et à mesure du livre, grâce au petit dernier. Et jusqu'à ce qu'à la fin, il en meurt. Donc... c'est bien écrit, mais je pense que j'ai juste pas accroché. Voilà, je l'aurais lu pour ma culture personnelle. Ce n'est pas un mauvais livre, mais pour mes goûts, j'ai pas accroché. Ensuite, j'ai encore lu un manga, et on change encore une fois de registre. J'ai lu Tokyo Ghoul tome 1, donc c'est un manga de Sui Ishida aux éditions Glénat. J'ai regardé l'anime Tokyo Ghoul jusqu'à je ne sais plus quel épisode honnêtement. Je crois que j'avais dû regarder au moins toute la première saison, je pense que j'avais vraiment aimé. Et en fait, il me semble que les mangas, vous savez des fois, quand les séries sont sorties depuis un moment et sont très populaires, ils font des tomes à des prix réduits, peut-être 2 ou 3 € le tome. Et je pense que je l'avais chopé là. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Tokyo Ghoul, je vous lis les résumés. Des créatures désespérées se tiennent tapies dans les profondeurs de Tokyo. Cachées au milieu de la foule, chassant les humains pour se nourrir de leur chair, elles sont connues sous le nom de ghouls. En croisant la route de l'une de ces créatures, un adolescent verra la roue de son destin tourmenté se mettre en mouvement. Donc un peu énigmatique le résumé. Et donc dans le monde du manga, il y a les humains et il y a les ghouls. Les ghouls se nourrissent d'humains. Et donc notre cher protagoniste va un jour tomber sur une ghoul et se faire mordre, donc se transformer lui-même en ghoul. Donc nous allons suivre sa transformation, ses premières nuits en tant que ghoul, et comment il va du coup appréhender la chose. Alors, comme quand j'avais regardé l'animé, hein, l'histoire est très bien. Par contre, j'aime pas trop le style de dessin, enfin... J'aime bien les dessins, mais j'aime pas par exemple comment sont dessinés les combats. Je trouve qu'il y a beaucoup de blanc. Par exemple, il y a un personnage, je sais pas, les ghouls, ça ressemble un peu à des insectes, je sais pas trop comment expliquer.
pas tous les mêmes, mais genre il y en a un, vous voyez un sécateur d'un Pokémon, je vous mets une photo si vous voyez pas. Genre il a une espèce de lame à la place de la main et il tranche quelque chose, quelqu'un, je ne sais plus, bref, sûrement quelqu'un. Et en fait cette scène, la vignette est blanche quoi. Je veux pas un truc hyper gore, hein, mais c'est juste que du coup je trouve que c'est un peu... je sais pas, on dirait que l'auteur a eu la flemme, je saurais pas comment dire. Bref, et du coup c'est un peu ça qui m'a dérangé, c'est que du coup bah, les combats ils sont pas du tout détaillés, c'est vraiment, des fois il y a des... on dirait qu'il y a des trous, c'est trop bizarre. Mais sinon l'histoire oui j'aime beaucoup. Après honnêtement, vu que j'aime pas trop comment c'est dessiné comme je viens de vous dire là, je pense pas acheter la suite. Je pense que ou je vais y filer à mon petit frère s'il veut, ou je vais le revendre, mais je vais continuer je pense à regarder l'animé mais pas à lire en manga papier. Ensuite, j'ai lu, ça aussi très célèbre, très populaire, et encore une fois je le lis 50 berges après tout le monde, j'ai lu Hadès et Perséphone, le tome 1 A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, aux éditions Hugo Poche. Donc je vous lis le 4e de couverture. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer à une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. L'auteur à succès Scarlett Sinclair nous offre une interprétation sombre et captivante du mythe grec d'Hadès et Perséphone. Déjà, trigger warning, ce livre se trouve dans la catégorie lecteur averti. Pour ceux qui comme moi découvrent ces livres, vous avez des petites madames en bas du livre. Donc 3 petites madames, ça c'est un 2 madames sur 3 madames, ça veut dire que le contenu est épicé si je puis dire. Alors mon avis sur ce livre, moi j'ai bien aimé. Je ne pensais pas que ça allait être aussi épicé. Pour être honnête avec vous, j'ai des points que j'ai pas aimé quand même. Hein, pour moi c'est pas le livre du siècle non plus, faut pas pousser mémé. Pour vous donner un point de comparaison, j'avais lu à l'époque 50 nuances de Grey, parce que bah, ça avait fait du bruit tout simplement, hein. Ça avait fait beaucoup de bruit donc je me suis dit je vais lire ça. Si on peut résumer 50 nuances pour ma part, je trouve que premier tome ils ne font que forniquer, deuxième tome ils apprennent à se connaître mais du coup on s'ennuie un peu parce qu'ils sont pas très intéressants, troisième tome ils font des gosses et se marient. J'avais lu pour lire, j'avais quand même aimé le tome 1 parce que pour le coup c'était quand même moins épicé 50 nuances de Grey. J'avais pas non plus pris ça premier deuil, on va pas se mentir. Voilà, je les ai lus une fois, je ne les relirai jamais. Bref, fermons la parenthèse de 50 nuances. Déjà, je trouve que Scarlett Sinclair s'inspire énormément de 50 nuances de Grey. On peut retrouver, même si je pense que c'est un peu propre à peut-être toutes ces histoires très hétérogenrées, si je puis dire, ce rapport de l'homme est très puissant, donc ici possède je ne sais pas combien de boîtes de nuit et dieu des enfers et nana, et notre petite nénette est journaliste. Donc déjà je me suis dit, ça ressemble beaucoup à 50 nuances de Grey. Ce que je trouve qui tranche avec 50 nuances, c'est que le personnage de Perséphone n'est pas Anastasia Steele. C'est-à-dire que Perséphone, c'est quand même un personnage qui est fort, c'est quand même dans la mythologie celle qui va devenir reine des enfers, et je trouve que c'est quand même bien retranscrit dans le livre. Dans le sens où oui, c'est la fille de Déméter, elle va quand même se vénère, elle va quand même avoir des convictions, avoir des choses à dire, et ça j'ai trouvé ça plutôt chouette. En gros j'ai bien aimé parce que jusqu'au milieu du livre, en gros jusqu'à ce qu'il fornique pour la première fois, ça va, je veux dire on se concentre sur l'histoire, même si j'ai eu quand même du mal à accrocher au début, je comprenais pas trop, il y avait beaucoup d'infos et surtout ce fait de mythologie tournée au jour d'aujourd'hui, c'était un peu flou dans ma tête. Mais je me suis laissé prendre, j'ai apprécié, et en fait le problème c'est que à partir de la moitié du livre, donc jusqu'à la fin, bah voilà, là ils vont forniquer dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche pour dire un truc quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu lourdingue, on va pas se mentir. Et attention spoiler alert, je vais parler de la fin du livre. Du coup, donc à la fin, j'ai mis un spoiler alert, mais en vrai, est-ce que tout le monde ne s'en doute pas? C'est que du coup ils vont tomber amoureux bien évidemment, donc ils sont amoureux, Perséphone va faire du coup un week-end sur 2 à moitié des vacances scolaires entre les enfers et la fac, et se fâcher avec sa maman, et transformer l'assistante d'Hadès en plante. Ça j'ai trouvé ça très fun, mais enfin c'est là pareil, donc je trouve que ça rejoint 50 nuances, c'est qu'ils tombent amoureux mais on sait pas sur quelle base, c'est-à-dire que c'est ok pour que des personnages aient du désir entre deux, pas de soucis tu vois, mais là ils tombent amoureux pour rien. Clairement les seules discussions qu'ils ont eues c'est quoi tes hobbies? Ah bah la pâtisserie, ah bah j'adore, allez vas-y on fait des gâteaux, sauf qu'en fait au milieu des gâteaux, j'ai été coupée par ma caméra, mais je disais oui, donc au milieu des gâteaux ils ont profité pour souiller le plan de travail, donc au final c'était pas très intéressant pour apprendre à se connaître, donc voilà, c'est ça que je trouve dommage, mais quand même j'ai aimé l'histoire, j'ai envie de savoir la suite. Je me suis fait offrir le tome 2 pour mon anniversaire, vous verrez ça dans une autre vidéo, et je crois que si je dis pas de bêtises, en tout il y a 4 tomes.
Donc écoutez, je pense que je lirai jusqu'à la fin, sauf si vraiment ça part en autre boudin et ça me gonfle, mais bon, écoutez, c'est plutôt bien parti pour que je continue à y lire. Et encore une fois, dernière chose à propos de ce bouquin, je trouve que c'est comme 50 nuances à l'époque, c'est vachement... comment dire, je trouve que des gens descendent le livre alors qu'ils lisent les livres. Et ça, c'est un truc qui me dépasse. Je sais pas, moi, il y a un truc que j'aime pas, que ce soit une série, un bouquin, un film ou quoi, bah en fait, quand j'aime pas, j'arrête. Vous voyez, c'est comme les gens qui s'amusent à critiquer tout le monde sur internet. Vous voyez les commentaires TikTok pour vous situer un peu le truc, je trouve que c'est exactement la même chose. Je sais pas, moi j'aime pas un truc, bah je regarde pas. Je commande pas, je vais pas dire à quelqu'un que je sais pas, t'es nul, ce que tu dis c'est de la merde. Non, enfin je sais pas, je suis... Et donc du coup là c'est un petit peu pareil, je sais pas si vous avez ça aussi. Donc moi j'ai une appli pour suivre mes lectures, donc c'est Babelio pour ceux qui connaissent pas. Et du coup je rentre mes livres dans l'application et du coup vous pouvez voir les commentaires des gens, enfin leurs critiques sur les livres, ce qu'ils en ont pensé, tout ça. Et ce livre, alors il est noté 4 sur 5 hein, sur l'application, hein, mais les commentaires sont d'une bassesse et je trouve que c'est hyper nul par rapport à l'autrice. Parce que t'as le droit de pas aimer, mais va pas dire oui alors j'ai pas aimé parce que l'histoire c'était naze, parce qu'il y avait trop de sexe, parce que c'était ceci, ce... Par contre, j'ai acheté les 3 autres et je vais lire la suite. Donc tu vas faire quoi? T'as pas aimé le premier, tu vas descendre tous les autres après? Ça sert à quoi de faire ça? Et ça... c'est vraiment mon coup de gueule, je trouve que c'est ultra nul de faire ça. T'aimes pas, bah arrête de lire, c'est tout. C'est qu'au final, t'as quand même un peu bien aimé si t'as envie de continuer à lire, donc pas besoin de descendre en flamme comme ça. Je suis la première à dire que c'était pas de la grande lecture, mais voilà, c'est faut 2 poids 2 mesures les gars. Hein. Ensuite on passe à un autre livre, donc un autre manga. Encore une fois, une autre série, j'ai lu le tome 4 de Spy Family. Donc pareil, encore une fois, après la guerre. Donc c'est un manga de Tatsuya Endo et c'est aux éditions Kurokawa. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Spy Family, c'est l'histoire d'un espion qui s'appelle Twilight, qui se voit confier une mission de, je ne sais plus, se rapprocher d'un mec de la pègre, franchement je me souviens plus. Je suis désolée, c'est horrible comme résumé. Et en gros, cet homme a un enfant et du coup, en fait, Twilight doit se faire une fausse famille pour pouvoir approcher via le biais du gun, en fait, du gamin, pardon, je suis lyonnaise, du coup la famille en question. Et donc Twilight va se trouver une fausse femme qui s'appelle Yor et une fausse fille qui s'appelle Anya. Et en fait chacun ont des capacités et surtout chacun en fait chacun cache son jeu si je puis dire comme ça. Car Twilight donc est un espion, évidemment il ne le dit pas aux autres. Yor est une tueuse à gages et Anya est une petite fille qui a des pouvoirs psychiques. Et du coup ils vont former cette fausse famille sans savoir en fait les secrets et les dessins des autres, et du coup Twilight va vouloir mener sa mission à bien. Donc j'ai beaucoup aimé ce manga, hein, j'ai lu, donc voilà, vous voyez les 3 premiers tomes, là j'ai le 4e, j'ai le 5e qui m'attend aussi, et écoutez j'ai trouvé ça toujours aussi cool. Là, dans ce tome là, Anya veut un chien, et Twilight trouve que c'est une bonne idée parce que du coup ça va parfaire son idée de famille et donner plus de crédit à cette histoire. Sauf qu'évidemment, Anya va détester tous les chiens qu'elle va voir dans les chenils et va absolument vouloir le chien qui appartient à une organisation terroriste. Enfin bref, mais du coup j'ai trouvé ce tome très rigolo. L'histoire est toujours aussi bien, j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'avais commencé à regarder l'animé sur Crunchyroll, mais je suis pas arrivée aussi loin que ce tome-là. J'avais vraiment regardé que le début, mais vraiment c'est vraiment un manga que j'apprécie, je vous le conseille. Et enfin nous passons à ma dernière lecture du mois de février. J'ai lu Profondeur de l'océan, qui fait partie de la série des Twisted Tales Disney, écrit par Liz Braswell et aux éditions Hachette Heroes. Donc vous pouvez voir la couverture avec Ursula, et il y a écrit « Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ?» Donc clairement, moi c'est ça qui m'a fait acheter le livre, je crois que je me le suis fait offrir, je sais plus. Je crois qu'on me l'avait offert. Déjà je suis une grosse fan de Disney donc voilà, mes proches me connaissent bien, encore plus de l'histoire de la petite sirène, et là d'avoir cette série des Twisted Tales qui sortait avec des histoires réinventées du coup, les fins modifiées, je me suis dit mais ça a l'air trop bien. Donc du coup je vous lis le 4e de couverture pour celui-ci. Donc Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que 2 choses, parcourir le monde et avoir des jambes. Cette curiosité pour le monde des humains et son attirance pour le prince Eric la pousse à transgresser les lois de son père, le roi Triton, et à commettre l'irréparable, échanger sa voix contre sa liberté. Donc ça vous connaissez, c'est l'histoire de base de la petite sirène de chez Disney. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvint pas à se défaire du marché passé avec Ursula. 5 années plus tard, orpheline et sans voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica, tandis que la sorcière des mers, toujours déguisée, règne sur le royaume du prince Eric. Lorsque la petite sirène découvre que son père pourrait être vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula auprès d'un prince qu'elle imaginait ne jamais revoir. Ceci n'est pas l'histoire de la petite sirène telle que vous la connaissez,
c'est une histoire de pouvoir, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Je trouve que le résumé du 4e de couverture vend le livre très bien. Donc on est sur un petit pavé de 500 pages, je crois. Il me semble aux alentours de 500 pages. Et j'ai mis énormément de temps à le lire. Je l'ai commencé il y a 6 mois je crois. Mais je l'ai laissé mourir dans un coin. Alors, ce livre m'a beaucoup mitigée parce que je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Donc Lise, hein, qui a écrit ça, on va se tutoyer. Lise a très bien écrit ça, il y a assez de détails sans trop en avoir, on reprend tous les codes de la petite sirène, tous les personnages, tous les univers, rien n'est mal fait. Vraiment, tout à sa place. Les personnages sont intéressants, le développement qu'il y a eu est crédible, vraiment, je ne vois aucun point noir à l'histoire. Le seul point noir, c'est moi-même, j'ai juste pas trouvé ça intéressant. Vraiment, je sais pas quoi dire de plus. Comme je vous dis, il y a une vraie histoire, il y a un vrai truc, c'est pas du tout une histoire faite à la va-vite, histoire de faire une deuxième fin. Ariel, ouais, comme c'est dit dans le résumé, c'est devenu une femme qui certes n'a plus de voix du coup, mais est devenue reine, qui sait ce qu'elle veut, que quand elle apprend que son père est peut-être vivant, bah, elle retourne direct sur Terre. Eric est totalement passé au 2e plan, donc voilà, on n'a pas en plus de trucs plan-plan qui pourraient ressembler énormément à du Disney, donc que Ariel retourne sur Terre juste pour retrouver Eric. En fait, Eric va devenir un bonus, on va dire. Le personnage de Ursula / Vanessa est hyper bien exploité, qui est devenue une reine impitoyable, et au final Eric est juste envoûté, donc passe vraiment au second plan pour le coup. Donc c'est vraiment une histoire de girls, et ça on aime. Et on a ouais tous les personnages autour, donc les amis d'Ariel, de nouveaux qu'on ne connaît pas, les méchants, le personnel d'Eric aussi, Carlotta, Grimsby. Enfin vraiment, je trouve que c'est très bien fait. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je l'ai lu pour le lire, clairement, parce que j'avais envie de le finir aussi, j'avais envie de savoir la fin. Hein. Et la fin aussi est très bien. Donc spoiler alert hein, pour ceux qui veulent le lire, je vais parler de la fin. Donc à la fin, Ariel et Eric quand même ont des sentiments l'un pour l'autre, donc se rapprochent, et aussi pour triompher d'Ursula tout simplement. Donc ils vont mettre en place tout un plan qui va semi-fonctionner, mais au final Ursula va quand même périr, Ariel va retrouver son père et va concrétiser avec Eric. Donc c'est très bien, mais la fin ouais elle était bien aussi, mais vraiment c'est juste que je sais pas, j'ai trouvé ça... ça m'a pas inspiré, je crois. En fait, je pense qu'en grandissant, honnêtement, je me suis un peu désintéressée de l'histoire de la petite sirène. Je pense que c'est ça. Après, écoutez, à voir, j'en ai 2 autres en stand-by. Là, j'ai celui sur l'histoire d'Hercule et celui sur Mulan. Donc, je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais honnêtement, je pense que si vous aimez Disney, si vous aimez le principe que voilà l'histoire que la fin de l'histoire ait pu être différente, ça peut vous plaire, honnêtement. Voilà, moi c'est juste que je sais pas pourquoi j'ai pas accroché, mais c'est très bien écrit. Écoutez, voilà pour ma vidéo spéciale livre du mois de février 2025. J'ai eu le temps de lire pas mal de livres ce mois-ci. Je suis censée reprendre le boulot mi-mars, donc je pense que je lirai moins de livres à l'avenir. Après, comme d'hab, ça dépend de la taille aussi, mais voilà, donc on verra pour le futur. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des suggestions à me faire, que ce soit sur la présentation de la vidéo, des livres, des auteurs, quoi que ce soit, ou si vous avez des recommandations à me faire au niveau des lectures. Je serais très heureuse de vous entendre là-dessus. En tout cas, je vous tourne la 2e partie de cette vidéo qui va parler des films, séries et musiques que j'ai appréciés en ce mois de février 2025 qui vient juste de se terminer. J'espère que vous aimerez également cette vidéo, et écoutez, bah, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.